On va battre notre record aujourd'hui, les amis, en ce lendemain du Canada Day. Je suis bien content de vous voir, tout le monde. 75 personnes inscrites ce matin, 77 personnes inscrites ce matin à notre webinaire. Pour moi, les gens s'ennuyaient de nous. Je suis bien content encore de vous voir ce matin. Je serai en compagnie ce matin de Bianca Kennedy, qui est première vice-présidente de CAEM, Salon de la moto, que vous connaissez probablement, qui est aussi sur le CA de l'APEC. Et qui a travaillé avec le Task Force, canadien sur les mesures qu'on a présentées aux différents paliers de gouvernement au Canada, partout au Canada. Je serai aussi en compagnie de Julien Bergeron, qui a travaillé aussi sur le document avec Bianca et qui est vice-président de l'APEC. Alors, je crois que vous les connaissez tous. Là. Julien, on ne le verra peut-être pas parce qu'il n'était pas présentable ce matin, mais on va l'entendre, c'est sûr et certain. Je voudrais vous dire en commençant que c'est une discussion ce matin. On va vous poser des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser aussi. Le document va vous être envoyé très, très, très bientôt. Là, on l'a eu comme hier, journée de la Confédération, journée du Canada. Alors, on a été un petit peu pris de court. On ne s'attendait pas à l'avoir hier. Mais vous aurez, puis il est déjà accessible sur la page de l'APCQ, là, si jamais vous voulez aller le consulter. D'accord? J'aimerais, avant qu'on débute notre discussion, remercier nos partenaires annuels. Sans eux, on aurait un petit peu de difficulté à continuer. Alors, j'aimerais les remercier du fond du cœur. Nos partenaires élites, qui sont le Centre de foire Exposité de Québec, le Centre de congrès de Saint-Hyacinthe et le Centre de congrès de Québec. Nos partenaires Prestige, qui sont le Grand Quai du Port de Montréal, le Centre de foire de Sherbrooke, le Palais des congrès de Montréal. Nos partenaires Affaires, qui sont DE et GES, et notre partenaire service qui est Wheeze Event. Alors, un gros merci à tous de votre support pendant cette année 2020 qui va nous laisser des marques, c'est sûr et certain, on va s'en souvenir. OK? Alors, notre thème, on n'a qu'un seul thème ce matin, c'est le guide des mesures sanitaires. Comme par hasard, il y a pour ceux qui aiment bien les lettres, c'est le PSSCIT. Vous pourrez voir, vous irez voir qu'est-ce que ça veut dire là, dans le document. Là. Document de 31 pages quand même, qui n'a pas été très modifié, ou essentiellement, c'est les mêmes normes qu'on avait soumises au début. Là. Il a fallu ajouter des choses, mais c'était rien qui nous concernait. Allô? Est-ce que tout le monde m'entend? Oui? Est-ce que je peux avoir un... Oui? OK. On t'entend, Dominique, oui. Désolé, je crois qu'on a été, que j'ai été coupé. Pardon? Moi, je vous entends mal, je pense. Non, Dominique, on t'entend, c'est bon. Vas-y. OK. OK, c'est bon, je peux continuer. Excusez-moi. J'ai eu peur pour l'instant. OK. Alors, moi, je vous lance tout de suite. Comme vous savez, je crois que vous commencez à connaître les normes, là, le lavage de main, la distanciation. Toutes ces choses-là sont répétées à plusieurs reprises dans le document. C'est sûr que le document est pour le tourisme, OK, on s'entend, et le tourisme d'affaires. Ça concerne beaucoup les congrès aussi. Bon, on n'est pas tout à fait pareil. On a toujours voulu un peu se distancier depuis le début du tourisme d'affaires. On fait des affaires, on ne fait pas directement du tourisme, vous le savez,
mais on aide beaucoup le tourisme. Ça, c'est certain. Alors, on voulait faire valoir, on a fait valoir pendant tout le processus le fait que nous n'étions pas comme des événements, comme des festivals. Alors, je pense que ça a été compris de la part des intervenants gouvernementaux du côté du CQRHT et de l'INSPQ. Le document a été approuvé au tout début par le CQRHT, qui ensuite l'a soumis au INSPQ et l'INSPQ avec la CNESST, pour ceux qui aiment les lettres, comme je disais tantôt, l'ont adopté. D'accord? Alors, c'est tout ce même... Alors, on ne reviendra pas sur ces choses-là. C'est un pas important. OK? Je pense qu'on est le premier au Canada. Bianca, as-tu eu vent de d'autres provinces auxquelles ce document a été soumis et puis il a-tu été adopté ailleurs, tu penses? Au Nouveau-Brunswick, les expositions ont eu leur go à partir du 26 juin, basé sur ce document-là. Alors, oui, je dirais juste, c'est ça, mais la situation, évidemment, au Nouveau-Brunswick est très différente qu'ici au Québec. Puis, on est quand même en bonne discussion aussi avec Alberta, puis on est en discussion avec Santé publique là-bas aussi. Donc, on commence à faire des bons pas à travers le pays, mais effectivement, au Québec, on est très avancé. Il y a encore des points à clarifier, Dominique, et peut-être on va rentrer dans ces détails par la suite. Mais oui, on prend des bons pas dans la bonne direction, je dirais. OK. Le Nouveau-Brunswick a dit oui, mais ils doivent respecter le 50 et possiblement le 250, tu ne sais pas? Non, non, pas du tout. Le Nouveau-Brunswick, c'est basé sur vraiment la capacité des buildings de laisser rentrer du monde basé sur le 2 mètres de distance physique. Alors, il n'y a pas de chiffre total, il n'y a pas de limite totale, autant que le building puisse bien réaliser la distanciation sociale. OK. Alors, c'est ça. Ce qu'on a remarqué qui est un peu contradictoire dans le document qu'on a reçu hier, en l'ayant lu, le comité qui s'est occupé de ce document-là, on a remarqué que les normes, que dans le document, les salons on pourrait faire des salons, mais qu'il faudrait respecter les normes gouvernementales. Alors, ces normes sont de 50 personnes pour le moment et possiblement 250 au 1er juillet. Mais c'est aussi écrit dans le document que il y a un côté, nous, on a un côté déambulatoire. On n'est pas un congrès, on n'est pas un attroupement, on n'est pas un festival. Alors, on peut gérer ce domaine déambulatoire, si vous voulez. Et c'est là qu'on a un peu notre questionnement, on a essayé d'avoir des réponses ce matin. Bon, ça n'a pas à donner, là, parce que c'est sûr que vous le savez comme moi, si on fait un salon, 250 personnes, on ne fera pas un gros salon. On n'ira pas loin avec ça. Et c'est ce qu'on voulait faire valoir, un peu comme les centres commerciaux, qu'on a toujours fait valoir depuis le début du processus. Les centres commerciaux n'ont pas, peuvent gérer le nombre de clients, mais nous, c'est la même chose. On peut gérer notre espace. OK? Alors, c'est là alors, ça nous laisse. Il y a comme un point d'interrogation, là. On doit respecter les normes, mais puisqu'on peut gérer notre emplacement, on pourrait peut-être pas, on a l'opportunité de ne pas respecter ces normes-là. Alors, c'est comme ça que je l'ai compris, moi. C'est comme ça un peu que Bianca l'a compris aussi et Julien. Est-ce que c'est ça? Si c'est ça, c'est sûr qu'il y a un avancé quand même important.
OK, dans ce domaine-là, mais là, je ne sais pas si le CQRHT, on ne sait pas si le CQRHT et l'INSPQ l'ont compris de cette façon-là. Les gens du Palais des Congrès l'ont compris 50, 250 à date. Si le changement se porte à 250 au 15 juillet, bon, alors là, c'est une facette qu'il faut clarifier. Est-ce que vous avez des commentaires là-dessus? J'aimerais vous entendre si vous voulez si vous voulez vous poser des questions ou si vous avez un commentaire à ce niveau-là, là, ou si vous le saisissez du même sens que nous, là, ou Bianca, si c'est un autre commentaire aussi, parce que c'est ça, bien. Ah, je vois Hélène qui aimerait faire un commentaire peut-être. Je ne sais pas, Slavka, si tu peux ouvrir le microphone de Hélène Legault. Bien sûr, je m'en charge. Hélène est là? Allô, Bianca? Oui, moi je suis là, mais j'attends que Slavka... Ah, voilà, Hélène a le microphone. Sauf on ne t'entend pas, Hélène. On ne t'entend pas encore. Slavka, je vois que... C'est dans son ordinateur, en fait. Normalement, dans le bas à droite, elle doit jouer dans le paramètre speaker. Puis il doit peut-être avoir deux choix, puis peut-être choisir le deuxième. Ah, je crois Hélène dit quelque chose? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. oui, oui. OK, parfait. Je voulais commenter parce que Dominique a dit que le Palais des Congrès interprétait la limite de 250. Pas du tout. On est bien entendu là, limité à 50 en ce moment au niveau des réunions. C'est-à-dire dans le contexte d'une salle où les gens sont assis de manière un peu plus passive. Et même dans ces cas-là, on peut être à 1,5 mètres. On pense qu'on va pouvoir, vers la mi-juillet, si tout va bien, recevoir l'autorisation de monter jusqu'à 250 pour les réunions. Mais on a les mêmes questions que vous au niveau des expositions. C'est-à-dire que toute notre planification avec nos clients se fait sur la base d'une capacité de salle qui est déterminée avec une distanciation de 2 mètres et donc elle n'est pas du tout capée. Ce qu'on espère puis qu'on voudrait avoir la confirmation, c'est qu'on va fonctionner sur la même base que les centres commerciaux ou les musées où la capacité est déterminée sur notre savoir-faire en termes de contrôler en fonction de la distanciation physique. C'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on souhaite et je pense que cette clarification-là est essentielle pour qu'on puisse tous fonctionner en termes de confiance, mais pour nous, on n'est pas limité pour le moment, à moins qu'on nous le dise. Et peut-être que je pourrais faire appel à Caroline Langelier, là, que je vois qui est sur l'appel au Centre de congrès de Québec, puisque eux planifient prochainement d'ouvrir une exposition qui n'est pas capée non plus, selon leurs informations. Je ne sais pas si Caroline peut intervenir. Je me remute. Bonjour tout le monde. Je vais laisser plutôt la parole à Caro Bérubé du centre. Caroline, est-ce que tu es là? Excusez-moi, j'ai coupé mon vidéo là, parce que je vous entendais mal. Caro Bérubé. Est-ce que vous m'entendez? OK. On essaie de jouer avec le mute, là.
Donc, effectivement, non, on a eu un cap là, pour Van Gogh. En fait, on a une autorisation de 50 personnes à la fois dans une même salle. Par contre, c'est sûr qu'il y a 50 personnes qui peuvent attendre dans un autre espace qui est l'espace du foyer hall espace d'attente, si on veut, mais non, effectivement, c'est maximum pour l'instant à 50 personnes et 2 mètres de distanciation entre chaque personne pour admirer l'exposition de Van Gogh. Là. Donc, pour l'instant, c'est le cas. Dans la lettre d'acceptation et dans le plan qu'on a reçu, on a aussi l'ouverture de dire qu'il est possible qu'à la mi-mai, on ait, la mi-juillet, qu'on ait la possibilité d'avoir 250 personnes et moins. Là. De toute façon, avec des distanciations d'environ 2 mètres, de toute manière, dans l'espace de l'exposition immersive, on ne peut pas faire plus que 100, 110, 115, quelque chose comme ça, là, pour être sûr qu'on respecte la distanciation. Là. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Ça commence normalement d'ici dans 2 semaines maximum. Là. Ils sont en train de commencer le montage présentement. Là, donc, voilà. OK. Si je comprends bien, si je résume bien, vous êtes capé quand même à 50. Tout à fait. Tout à fait. OK. Vous ne pouvez pas aller plus que ça. Non, c'est ça. C'est vraiment les recommandations actuelles. Puis on peut dire que ça ressemble à un expo, mais c'est pas vraiment un expo. C'est plus comme des grandes toiles. C'est comme un musée plutôt. Là. Donc, ça ressemble un peu à ce que les musées ont eu aussi comme acceptation là, de distanciation et de nombre de personnes dans une même salle. Là. OK. Bon, alors, c'est ça. On est sur la même longueur d'onde là-dessus. Excusez-moi, je pense que mon réseau n'est pas très bon, là. C'est correct, Dominique. Hélène aimerait prendre la parole encore, Slavka. OK. Est-ce que ça a marché cette fois-ci du premier coup? Oui. Oui. Bon. Non, mais si c'est le cas dans les directives qui ont été reçues pour Van Gogh, ça veut dire qu'il nous reste du travail à faire. Parce que, en tout cas, une exposition à Québec ou à Montréal, nous, une capacité d'une exposition avec 2 mètres de distanciation peut être dans les plusieurs milliers et je crois que les promoteurs s'attendent à tenir des événements avec plusieurs milliers de visiteurs tout en respectant des règles. Fait qu'on a un travail à faire. Il faut aussi que l'Association des professionnels des congrès du Québec soit bien sensibilisée. Là, si Gilbert et les différentes personnes au sein des comités de pilotage avec le ministère du Tourisme, on a beaucoup de travail à faire encore. Oui, Hélène, je suis d'accord. Si je peux faire un petit commentaire basé sur tout ce que j'entends maintenant de la part de Caroline et de Hélène, c'est que d'un côté, on a notre plan sanitaire qui techniquement a été approuvé via le document de l'APCQ. Donc, on a maintenant une base de critères qu'on peut commencer à utiliser pour planifier la redémarche puis le retour. Le problème, puis le défi, puis le travail à faire, comme Hélène l'a dit très bien, c'est maintenant vraiment les conditions autour de ça parce que c'est bien, puis c'est un bon premier pas que maintenant on comprend c'est quoi le plan sanitaire, c'est quoi les mesures qui ont été approuvées, mais maintenant on doit faire vraiment de la sensibilisation plus autour du fait que si les centres de commerce ou les attractions ou les Costco, les IKEA peuvent marcher avec des groupes de plus de 50 personnes, c'est là où il faut faire le travail maintenant de vraiment sensibiliser le gouvernement que nous aussi, on peut faire ça de la même façon, d'une façon sécuritaire, etc., avec les normes qui ont été approuvées. Alors, c'est vraiment ça qui est le travail maintenant. C'est plus le travail d'un nombre de personnes, puis d'essayer de se distancer comme exposition de cette idée d'une capacité maximale, puis plus de vraiment essayer de pousser l'idée étant donné nos salles sont tellement grandes, de ne pas se fixer sur le 50 personnes, mais plus sur l'idée de pouvoir garder une distance de 2 mètres entre chaque personne. Peut-être juste une
une petite rectification, là, juste pour être certaine, là, c'est que dans le fond, le système de Van Gogh, là, pour vous donner un exemple, c'est que c'est un système de billetterie à l'heure, donc ce sera environ 50 personnes à l'heure. C'est sûr que ça va amener plus de personnes dans l'espace d'une journée complète, là, mais c'est sûr que là, c'est un système de billetterie qui est basé sur, sur des réservations avec des plages horaires, un peu comme les musées présentement, là. Donc, mais c'est sûr que c'est beaucoup. Mais de toute façon, même la distanciation, quand on fait un plan général, là, qu'on regarde un peu la capacité de la salle, bien, on s'attend à. On finit plus par faire 15 de la capacité maximale avec un 2 mètres de distanciation, ce qui est très épouvantable, là, dans un sens. Moi, une salle de 2000, bien, c'est 300. Là. On va donner un exemple. Fait que c'est sûr que ça aussi, il faut que ça soit revu. Puis, je ne suis pas certaine que les capacités sont basées sur le pied carré non plus dans les grands commerces, là, les IKEA et tout ça. Là. Tu veux dire 300, tu veux dire 300 à l'heure, Caroline? Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que là, présentement, la Van Gogh, l'exposition, ça va être une 50aine de personnes à la fois dans la salle, donc pour l'exposition, puis c'est à peu près aux heures et demie, donc il faut qu'on termine de déterminer. Parce qu'il y a une zone aussi éducative, pédagogique, qui peut être aussi une autre salle, là, parce que dans le fond, on prend la 400 au complet. Mais dans d'ordre général, quand je fais des plans pour toutes sortes de manières de fonctionner, que ce soit en repas ou autre, bien, la capacité de la salle se retrouve, on va dire, impactée, puis on a à peu près 15 de la capacité maximale là, dans tous les types à peu près tous les types de montage. Là. Donc, c'est ça que je disais, une salle de 2000, bien, je me retrouve à peu près avec 300 personnes maximum dans la salle. Fait que de toute façon, c'est drastique, là, puis j'ai des grandes salles, puis j'ai le talent encore des plus grandes, là. Mais on joue beaucoup sur la capacité, là. Donc, c'est ça, là. C'est ça que je voulais préciser, c'est qu'il faut voir qu'on travaille sur non seulement la grandeur, mais aussi l'espace là est quand même réduit drastiquement là, quand on fait le rapport à 2 mètres. Là. Guy, donc, il y a peut-être des mesures sanitaires ou des mesures autres de protection qui pourraient nous permettre d'aller un petit peu plus rapprochés. Guy, est-ce que ça répond à ta question sur les mesures de contrôle de foule ou tu avais quelque chose de plus précis là? J'aimerais ajouter, oui, effectivement, quelque chose de plus précis, contrôle de foule. Si on regarde à la page 30 du document, l'item où c'est marqué « Gérer le nombre de personnes ». Si on pouvait faire comme l'Association internationale ou même l'Association allemande du tourisme, où eux autres, au lieu de marquer personne, ont marqué guest. Ça nous fait la différence dans le sens qu'au lieu on pourrait marquer visiteur, ce qui ne tiendrait pas compte du nombre d'exposants. Parce qu'actuellement, si on marque le nombre de personnes, ça ne fait pas de distinction entre les exposants et les visiteurs. Ça peut faire une énorme différence. À titre d'exemple, si on prend comme le centre de foire à Québec, une capacité de 800 kiosques, déjà on part avec minimum 2 personnes par stand, ça veut dire 1600 personnes. Alors, ça laisse plus grand place pour des visiteurs. Alors, il faudra faire la nuance, marquer dans le document le nombre de visiteurs, ce qui nous laisse. Il ne faut pas tenir compte des exposants. Parce que les exposants sont dans un espace défini qui sont leurs stands. Les visiteurs sont dans des allées. Il faut tenir compte de ça. C'est ce qui va nous aider. Parce que sans ça, je veux dire, si on calcule, on va falloir limiter le nombre d'exposants dans le stand. Ce qu'on ne peut pas faire. À titre d'exemple, on a un exposant dans le salon d'habitation qui a 600 pieds carrés. Mais dans le 600 pieds carrés, il y a 5 représentants. Et les 5 représentants parlent chacun avec un client. Ça fait une douzaine de personnes dans le stand. Il n'y a plus de place. Alors, on ne peut pas se baser sur la distanciation, la mesure de 2 mètres. Autre chose, c'est que l'industrie allemande a fait affaire avec un infectiologue qui, pour les aider, a parlé de 1,5 mètre, ce qui veut dire 24 pieds carrés au lieu de 36, ce qui fait encore une énorme différence, en autant que ce soit des circuits dirigés et le masque vient réduire d'autant. Alors, je pense que c'est des choses qui vont nous aider, mais je pense que l'item important, ce serait d'utiliser le mot visiteur plutôt que le mot personne, ce qui nous aiderait. J'aimerais apporter un autre point sur le document, le A.5.3a à l'endo, lorsqu'on parle à un moment donné à l'item 2, qui est mentionné « Utiliser la capacité du stationnement pour vous aider à gérer la capacité d'accueil ». Est-ce que ça veut dire que quand le stationnement est plein, on ne doit plus laisser rentrer de monde?
Alors, c'était mes questions. Oui, je l'avais noté, Guy, mais merci de me le rappeler. Là, je l'avais vu ce matin quand j'ai lu le document et il incluait le stationnement. Là. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils veulent dire avec ça, là, mais il faudra le spécifier. Mais moi, le gros point, c'est la question de changer personne pour visiteur, ce qui nous aiderait beaucoup. Ça peut faire une énorme différence dans le calcul des capacités. Bianca, En général, capacité, si on se base sur les allées, règle générale, ça représente à peu près, les stands dans un espace donné, c'est 43 de l'espace. On pourrait se baser là-dessus, ce qui serait plus facile pour établir le nombre de personnes en simultané. Bianca, en aviez-vous discuté dans le task force d'inclure les exposants, exclure les exposants? Ça fait partie de votre discussion? Oui. Peut-être c'est un petit travail de traduction aussi parce que dans le document anglais du Task Force, c'était vraiment visiteur. Alors peut-être, c'est sûr, on a fait de la traduction, mais oui, oui, on commence absolument. Puis plusieurs buildings ont actuellement fait des différences en ayant ces conversations avec les buildings à travers le Canada. Une grande partie sont en train de baser sur 2 personnes par kiosque de 10 par 10 comme exposants. Alors, 2 personnes dans un 10 par 10. Puis après ça, c'est le nombre de visiteurs qui va être au-delà des 2 personnes par 10 par 10, par exemple. OK. OK, c'est inclus. OK. Julien aimerait apporter une précision. Oui. Vas-y, Julien. Je voulais simplement dire que ce que Guy amenait comme point au départ, puisque Bianca confirme au niveau anglais, c'était effectivement le cas dans le document initial au niveau de la PCQ. C'est le CQRHT qui nous a demandé de faire cette modification-là qui a un impact également sur la capacité. De ramener ça au nombre de personnes totales plutôt que de faire une distinction entre les deux. Et là, également, on a du travail à faire. Un énorme travail. OK. C'était une demande du CQRHT carrément. Ouf. Ouais. C'est moins drôle, ça. OK. OK. D'autres questions? Y a-t-il quelqu'un qui peut nous apporter d'autres lumières, qui a d'autres commentaires là, sur ce volet-là? Comme vous constatez, on le sait, on a du travail à faire de ce côté-là. En tout cas, on a de l'éclaircissement à demander aux gens du CQRHT. Ça va être notre prochaine étape, là, de clarifier ce point-là. Et ensuite, de faire valoir le côté déambulatoire et de s'attacher au nombre total là, pour ce qui est des expositions, c'est sûr et certain. Là. Okay. L'autre, un des autres points qui est pas trop spécifié, qui est spécifié dans le document, c'est le masque. J'aimerais vous entendre là-dessus, là, parce que ça fait partie de plusieurs de mes discussions dernièrement. Alors, qu'est-ce que j'aimerais vous entendre là? Est-ce que surtout les promoteurs, là, je vous dirais, ou les directeurs de salle, est-ce que vous pensez, ou tout le monde là, que ça peut intéresser, j'aimerais avoir vos commentaires sur le masque. Parce que dans le document, on le suggère, mais on ne le met pas obligatoire. OK? Là, on sent qu'au Québec, bon, on est un petit peu plus frileux là-dessus. En Ontario, ils l'ont mis obligatoire dans les différents commerces pour le moment. À Toronto, juste pour préciser. À Toronto, oui. Oui, parce que c'est important, c'est pas tout l'Ontario. Non, c'est pas tout l'Ontario. Alors, c'est vrai à Toronto, à Montréal, dans les transports. C'est sûr que ça a un avantage, mais ça a des coûts aussi. Alors, c'est sûr que ça va engendrer des coûts. Est-ce que tout le monde est d'accord ou est-ce que vous trouvez que ça n'a pas d'allure?
Caroline, peux-tu nous éclairer? Qu'est-ce que vous en pensez? En avez-vous discuté à Québec? Oui, OK, c'est bon. Je ne pouvais pas OK. parler. Je viens d'écrire. En fait, de notre côté, on a prévu des visières pour tous les employés traitants et autres obligatoires, mais tout ce qui touche le volet là, du client, on laisse à eux le choix de prendre cette décision-là. Là, on n'imposera pas le port du masque ou autre, mais on le fait plutôt pour protéger nos employés puis protéger l'employé vers les clients. Mais pas de masque de manière générale, mais plutôt des visières pour qu'on puisse voir le sourire de tout le monde et être encore dans l'expérience client, bien entendu. Là. Donc, c'est un peu ça. Puis on ne voulait pas non plus les fournir pour tout le monde. On aura toujours des possibilités d'avoir des masques. On en a fait faire là, à l'image du centre et on en a aussi des chirurgicaux jetables, là, si on veut. Mais on ne souhaite pas en distribuer parce qu'effectivement, les coûts seraient énormes. De toute façon, on voit que ce n'est pas notre responsabilité, mais plus la responsabilité du promoteur ou du responsable du groupe ou autre, là, de prendre cette décision-là. Là. Merci, Caroline. Hélène, au Palais, vous autres? On peut activer le micro à Hélène, merci. Oui, on a exactement la même position. Nos employés porteront des équipements de protection individuelle. On le recommande fortement dans notre protocole au Palais, mais ça reste la décision du promoteur. Si les instances gouvernementales l'imposent dans tous les lieux publics, bien, ça changera notre position à ce moment-là. Je pense que la question est de savoir si le port du masque obligatoire nous aiderait à gagner notre point de manière à ce qu'on ait une capacité plus importante de visiteurs aux expositions. Si ça serait conditionnel à l'obtention d'une capacité accrue, bien là, je pense que à titre d'industrie, c'est un peu à nous d'avoir cette discussion-là pour le négocier auprès du gouvernement. Je pense qu'on serait peut-être plus en faveur de le rendre obligatoire à ce moment-là. Absolument. Ça va peut-être nous donner un avantage, comme tu dis, là, mais c'est parce que probablement qu'il va devenir obligatoire. Là, alors, je suis bien d'accord avec toi. Julien voudrait apporter une précision, Dominique. Oui, vas-y. Et Guy Lépine aussi. D'accord. Julien en premier, s'il vous plaît. En fait, je vois que Jérôme Dussault me coupé ça court au niveau des montages. C'est important de garder en tête que la période de montage des montages est considérée comme un chantier de construction. Et donc, nécessairement, les EPI vont devenir une exigence pour l'ensemble des intervenants sur le plancher, à moins qu'on puisse effectivement garantir que les actions de montage-démontage se font en conformité avec le 2 mètres de distanciation. OK. Jérôme nous confirme ça, là, que masque pour tous les intervenants en montage et démontage, c'est déjà... OK. Parfait. Guy, tu voulais rajouter quelque chose au niveau des masques? Oui, je voulais rajouter quelque chose au niveau du masque. Pourquoi ne pas mettre les chances de notre bord et dire qu'on va exiger le masque? De toute façon, on n'a plus à donner de sacs à l'entrée. Et quand on regarde le coût d'un masque actuellement, on peut avoir un masque entre 40 et 50 sous. Alors, des masques jetables, ça peut même devenir un objet promotionnel pour un des commanditaires. Nous, chez Actuellement, pour un de nos salons, on a une personne qui va remettre des masques ou de remettre des sacs. Et l'idée de ces mesures-là, comme je le mentionnais, c'est de procurer aux gens un sentiment de sécurité lorsqu'ils viennent. De procurer un sentiment de sécurité. Et comme je l'ai toujours dit, partons du principe que le risque zéro n'existe pas. Mais si les gens voient qu'on met tout de leur côté pour les sécuriser, ça va intéresser davantage les gens à venir. Je vois que Marie Champagne aimerait dire quelque chose aussi. Slavka, est-ce que tu peux activer son micro? Oui, c'est déjà fait.
Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Moi, je suis pour le Salon de l'agriculture Expo Champs, donc je suis promoteur. Et ce que je voudrais dire, c'est que mon background, je suis microbiologiste. Donc, ce que je peux proposer, c'est vraiment que le masque devrait être obligatoire en tout temps dès que les gens sont en contact ou près les uns que les autres. Il ne faut pas oublier, par contre, la personne que ça protège, c'est l'autre en face de nous, dans la majorité de la protection, là, parce que les microbes que la personne qui est contaminée, elle les garde pour elle. C'est comme ça que ça fonctionne, le masque. Donc, ça permet de protéger les autres et c'est un avantage pour les promoteurs d'événements. Donc, si tout le monde porte le masque, ça permet de rapprocher la distance. Donc, par exemple, dans les écoles, ils ont rapproché les enfants à 1 mètre. Dernièrement, là, mon plus jeune était au primaire, donc il est allé, ça a été testé. Ça a bien fonctionné. Puis, la suggestion de M. Lépine, là, au niveau d'aller chercher des commanditaires pour fabriquer des masques, pour promouvoir à la place des sacs, à la place des pamphlets, ça devient une façon de trouver des partnerships super intéressants là, pour les promoteurs. OK. Merci beaucoup, Marie. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur les masques, s'il vous plaît? C'est le temps de vous faire entendre. Oui, M. Jérôme Dussault. Bonjour à tous. Je voulais juste faire du pouce sur le port du masque lors des montages-démontages. Nous, de notre côté, on a eu justement quelques mandats en événementiel où on s'est fié sur les réglementations, effectivement, de la construction pour ce qui est du port du masque et de tous les équipements EPI, les équipements de protection individuelle. S'il faut les porter, présentement, l'exigence, c'est qu'elles doivent être portées lorsqu'on est à moins de 2 mètres. Donc, évidemment, dans des montages techniques, dans notre cas, puis je peux me faire le porte-parole de nos amis en fournisseurs, en exposition et tout ça. Et il faut porter un masque à ce moment-là. On est propice à être plus proche de 2 mètres pour transporter les équipements, exemple qu'on est plusieurs à lever ou quoi que ce soit. Donc, c'est là où c'est obligatoire. Si on est plus loin de 2 mètres, à ce moment-là, on n'a pas besoin de porter de masque et tout ça, en montage et démontage. OK. Dominique, je vois un commentaire aussi que Caroline a écrit que c'est au promoteur de faire ce choix selon elle. Comme promoteur, moi, je dois dire que de mon côté, mais ça c'est personnel, je suis d'accord avec Caroline. Puis j'étais quand même assez vocale sur ce sujet déjà de mon point de vue, mais je comprends, c'est un point de vue. Peut-être c'est aussi juste mes discussions avec les promoteurs à travers le reste du Canada aussi. Ils semblent avoir un petit peu plus de crainte à ce sujet. C'est sûr, si ça va être mandaté dans tous les lieux publics, éventuellement, bien sûr, on va conformer avec, c'est clair. Ma crainte, c'est juste de le faire avant que ce soit le cas parce que il y a toute une gestion autour de ça. Qu'est-ce qu'on va faire puis comment est-ce qu'on va gérer? Comme au Costco, c'est pas exigé, si je comprends, mais fortement recommandé. La majorité du monde en prennent un. Mais moi, quand je rentre dans mon Costco, par exemple, je vois il y a du monde qui, aussitôt qu'ils sont rentrés, ils l'enlèvent, ils le mettent dans leur poche, puis ils continuent leur magasinage sans le masque, par exemple. Donc, il y a tout un volet de gestion par la suite de comment on va gérer ça. Aussi, moi, de mon côté, je vois autant au moins où moi j'habite, je dirais 20 ou 30% du monde pour le moment porte le masque volontairement. Donc, je vois il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme pour ça pour le moment. Alors, c'est un petit peu mes commentaires là-dessus, mais comme j'ai dit, c'est une opinion, puis je suis très conscient qu'il y a d'autres angles aussi à considérer. Oui, je suis persuadé qu'il n'y a aucun promoteur qui veut jouer à la police du masque. Là. Ça va juste nous compliquer les choses, mais il y a des avantages aussi. Là. Et puis, je vous comprends là-dessus. Là. Je vous suis. Et puis, ça éclaire notre chandelle un petit peu plus. Là. Dominique, le Salon Autosport de Québec, en fait, a soulevé un questionnement par rapport à qui devait appliquer le respect de la règle. Est-ce que c'est le promoteur pour la clientèle ou chaque exposant est responsable pour lui-même? Donc, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question.
Y a-t-il quelqu'un qui veut répondre? Oui, Marie, Marie, s'il vous plaît. Attends, peux-tu activer Marie? Oui, c'est beau, ça a été fait. Clairement, dans ma tête, à moi, c'est la responsabilité du promoteur d'assumer la distribution des masques et le respect du port du masque. Mais quand on le fait dans l'éducation, dans la formation et peut-être même dans le plaisir, les gens vont participer. Là. Moi, j'y crois fortement. Marc Fraser soulève quand même un point important. Il dit qu'à moins que ce soit la direction de la santé publique qui l'oblige, chaque promoteur devrait avoir le choix. On ne peut pas imposer aux entreprises des mesures qui ne sont pas obligatoires. On peut fortement recommander. Puis il finit par dire que nous, on sera pour le port du masque pour les visiteurs quand même. C'est bon. Oui, oui. C'est bon, Marc. Merci pour le commentaire positif au masque. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires pour ce... Oui, Raoul, M. Cortez, s'il vous plaît. Oui, dans le fond, là, moi, je pense que pour les masques et la distanciation et tout ça, c'est déjà nos services à clientèle dans les bâtiments qu'il faut qu'ils fassent un peu la police parce que de toute façon, là, si jamais il y a un problème qui vient en santé publique pour la contamination de la COVID, etc., mais c'est les personnes qui hébergent ces événements qui vont avoir la mauvaise presse et tout ça. Fait que les gens de service à la clientèle, ils devraient regarder que les gens ils respectent premièrement la distanciation de 2 mètres. Puis, si ce n'est pas possible, mais leur dire, mais si vous n'aviez pas de masque, séparez-vous, des choses comme ça. Mais si, c'est des affaires que si on veut qu'à un moment donné, cette histoire ça finisse, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse la police. C'est pas mal ça que je voulais dire. Merci, M. Cortez, pour vos commentaires. Est-ce qu'on a d'autres commentaires à ce sujet? Oui, M. Horn, Anthony. Oui, est-ce que vous m'entendez? Parfait. Moi, je travaille, je travaille comme un sous-traitant. Je suis animateur. J'essaie de prendre le côté du public puis les personnes aussi qui sont en sous-traitance. Donc, si je résume, je comprends le côté des promoteurs, que là, on ne veut pas plus de responsabilité, on ne sait pas ce qui se passe, ça engendre beaucoup de coûts. Par contre, vous demandez à votre staff obligatoirement de porter un masque. Pourquoi? Pour protéger le client. Sauf que là, on a 1000 personnes, 250, qui arrivent, qui peuvent infecter le staff. Donc, où est le respect là-dedans? Numéro 1. Ça, c'est le client, on ne sait pas d'où il vient. Et puis, on impose ça sur notre staff qui va rebeller, qui va dire, ben pourquoi moi, j'en porte un, puis toi, puis pour protéger les autres, ben, moi, je me sens pas protégé. Donc, il y a cet aspect-là. Deuxième chose aussi, lead by example. Si on prend une position, que ça soit obligé ou non, mais que ce soit pareil, on porte un masque, on rentre. C'est chez vous. Donc, c'est à vous, quelque part, à dire quelque part, moi, je respecte, même si ce n'est pas obligatoire, voici l'exemple que moi, je veux démontrer. En ne pas en faisant, ben, c'est au choix au client qui vient chez nous, dans notre maison, on dit, bah, écoute, c'est à toi de décider, on ne veut pas être responsable de ça. C'est mon opinion personnelle. C'est très pertinent. C'est une question de respect, Anthony, je comprends bien. Puis, c'est une question de montrer l'exemple aussi, là, si on veut partir. Parce que quand on va repartir, il ne faut pas partir d'une façon croche, je dirais. Là. Il faut montrer l'exemple. Il faut bien le faire. Alors, il va falloir être très sérieux dans notre départ. Merci beaucoup pour le commentaire. D'autres commentaires sur le masque ou d'autres, parce que j'aimerais vous amener ailleurs un petit peu après. Là. Il est déjà 11h moins quart. On va faire peut-être un autre 10-15 minutes. Là. C'est parce que j'aimerais vous parler. J'aimerais peut-être amener Stéphane Fortin. Stéphane, est-ce que tu serais disponible pour la prochaine étape, qui serait l'étape politique? Parce que là, on a fait le travail de terrain, on a fait le travail sur les mesures sanitaires. Bon, il nous reste encore un peu de travail à faire de ce côté-là, beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Au niveau politique, on a eu des contacts avec la ministre du Tourisme
On a eu des contacts avec la vice-première ministre. On n'a pas réussi à avoir des contacts avec M. Fitzgibbon. Alors, on est rendu à cette étape de pression. Je pense que vous comprenez comme moi que le gouvernement subit beaucoup de pression, beaucoup d'institutions, de beaucoup d'associations, de beaucoup de gens. On n'est pas les premiers sur la liste, là. Mais je pense que c'est ça. On a une certaine stratégie qu'on va planifier dans la prochaine semaine, là, je vous dirais. Mais si jamais vous avez... C'est pour ça que j'aurais aimé entendre Stéphane avec le regroupement pour voir si, où est-ce qu'ils sont rendus dans leur démarche politique du côté du regroupement, ou s'il y a quelqu'un d'autre qui peut nous renseigner là-dessus, ce serait intéressant aussi. Mais je crois que Stéphane est ouvert, là. Je ne sais pas si tu peux nous mettre au parfum de vos démarches, Stéphane, s'il vous plaît. Oui. En fait, présentement, on a attaqué les deux fronts. Le premier front au niveau du provincial. On est assis à la table avec, au niveau de la ministre du Tourisme. On a aussi attaqué un front au niveau fédéral. On a des bonnes démarches qui sont entamées. Donc, ça avance bien. On est très, très contents et très satisfaits présentement du travail qui a été fait. Je pense qu'au niveau du tourisme d'affaires, on passait sous le radar. Donc là, on défend un peu le tourisme d'affaires. Donc, tout ce qui s'appelle congrès et salon est mis de l'avant. Donc, le tourisme n'était pas... les ministres du tourisme ne prenaient pas vraiment en considération. Donc là, il y a présentement une écoute et des oreilles qui nous écoutent présentement. Donc, pour le moment, c'est ce que je peux vous dire, c'est que présentement, on travaille avec le tourisme. Les deux volets au niveau fédéral et provincial. On a essayé au niveau économique, au niveau provincial, mais on nous a retourné vers le tourisme. Oui, hein? Oui, exact. C'est ça qu'on a senti aussi. Nous, là, la vice-première ministre m'a tout de suite renvoyé vers le tourisme. Bon, c'est ça, je pense qu'ils sont conscients de plus en plus de notre apport, là. Mais je ne suis pas certain que c'est le meilleur ministère. Est-ce que c'est ton feeling aussi ou tu sens un peu plus d'écoute? Je sens de l'écoute, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pouvoir, honnêtement. Donc, c'est pour ça qu'on cherche des portes, d'autres portes. OK, parfait. On va continuer à chercher des portes avec vous autres comme ça parce que c'est ça. Oui. Donc, moi, ça ferait le tour. J'étais justement en rencontre, excusez-moi, avec notre comité, là, puis on faisait un wrap-up un peu de la situation. Je vais pouvoir revenir avec plus de détails. Là, aussitôt qu'on en a, on va les partager assez rapidement. Okay. Il y a monsieur, c'est ça, il y a monsieur Mark Fraser qui nous a dit que lui a travaillé sur la table de concertation de l'industrie du golf pour l'ouverture des terrains de golf. Il dit qu'on n'a pas fait de pression du gouvernement, mais on a plutôt été proactif en créant des protocoles difficiles à refuser, oui. Ça, je pense que c'est très positif. Je l'ai entendu plusieurs fois, là. La pression politique, je suis pas certain jusqu'à quel point c'est important que de proposer justement des protocoles qui sont difficiles à refuser. Oui, je pense que si on met en évidence la sécurité de nos visiteurs et de nos intervenants, de nos exposants, je pense que ça a aussi un apport très positif, là. Pourrais-tu ouvrir le micro de M. Cortez, s'il vous plaît, Slavka? Oui, dans le fond, je n'ai jamais vraiment compris les 1,5 mètres. Est-ce que nous, on peut faire une réunion style école 1,5 mètres ou c'est vraiment juste c'est vraiment juste dans les cinémas, etc. Est-ce que si on peut le faire, est-ce qu'il faut absolument que ce soit des gens qui ne parlent pas et qui suivent un cours ou est-ce que ça peut être, mettons, une table de conférence ou est-ce qu'on fait 1,5 mètres plutôt que 2 mètres? Nous autres, ça nous a pris, juste pour dire, ça nous a pris 7000 pieds carrés pour faire une U pour
pour 40 personnes. C'est un peu les questions que je me pose. Est-ce qu'il y a eu ou une conférence, qu'il y a quand même un grand espace au centre? Est-ce que les 1,5 mètres fonctionnerait ou c'est quelque chose qui n'a pas encore été envisagé? Merci. Que tu pourras activer Caroline, s'il vous plaît, Slavka? Oui, Caroline. Oui, en fait, dans l'acceptation de notre plan sanitaire, M. Cortès, on a eu l'acceptation, c'est bien écrit tel quel, qu'on peut faire aussi des réunions quand les gens ne sont pas en déambulatoire, comme dans le Van Gogh, c'est 1,5 mètres. Donc, un style école, un style théâtre, un style assis. Donc, 2,5 mètres, 1,5 mètres, c'est autorisé, là, c'est officiel. Merci super dans les mètres. C'est ça. Sortir notre règle à mesurer. Merci beaucoup pour la clarification, Caroline. Oui, M. Lagu, s'il vous plaît, Slavka, peux-tu activer le... Merci beaucoup. Bon, je ne suis pas sûr si je comprends bien là, par rapport au 1,5 mètres. Moi, ce que j'ai compris, alors je travaille avec Raoul en passant, ce qu'on a compris, moi, ce que j'ai compris, c'est 1,5 mètres en réunion, c'est permis. Toutefois, les gens ne doivent pas communiquer avec le... C'est juste, c'était une classe, quelqu'un qui fait des examens, qui n'a pas de conversation. Alors, lorsqu'il y a une conversation, il y a interaction avec les gens, le 2 mètres doit s'imposer. Alors, si vous me dites que le 1,5 mètres, c'est permis, bien là, ça ferait bien notre plaisir ici, au Centre Expo. Caroline, peux-tu respécifier, s'il vous plaît? Slavka, veux-tu réactiver Caroline, s'il vous plaît? Pour moi, Slavka, elle ne veut pas te réactiver. Elle ne veut pas que tu parles. Allô? Slavka, est-ce que tu me comprends? Oui, super. Donc, je pourrais essayer d'isoler cette section-là de l'acceptation du gouvernement, mais c'est vraiment précisé, en fait, que lorsque les gens ne sont pas ils ont le droit de parler, mais ils ne sont pas en mode cocktail, debout, qui déambulent. Donc, s'ils sont assis tranquilles, si on veut, là, puis qu'il y a une distance de 1,5 mètres, c'est autorisé. Ils peuvent parler, ils peuvent répondre à des questions, ils peuvent faire une réunion, ils peuvent faire écouter quelque chose à l'avant de la scène ou autre. Là. Mais je vais quand même, je pourrais peut-être l'envoyer à la limite à Dominique ou en tout cas tu pourras partager là, si oui, je pense que de vous isoler, là, mais oui, ça fait clair. Ça serait bon qu'on ait un communiqué là-dessus parce que je pense que c'est vraiment nébuleux. Là, nous, ça a été beaucoup plus facile. On a déjà eu quelques petites réunions. Puis je vous avouerai qu'à 2 mètres, c'est quelque chose. Comme ce matin, on a fait un U pour 30 personnes. Ça nous a pris 5000 pieds carrés pour le faire. Alors, à 1,5 mètres, ça serait plus facile. C'est pas beaucoup mieux, mais c'est un peu mieux. Oui, c'est ça. Alors, je me suis réactivé. J'espère que je ne vous perdrai pas. J'espère que mon réseau va tenir. Est-ce que vous avez d'autres commentaires, d'autres questions à nous partager parce qu'on va terminer tranquillement notre webinaire. Nicolas nous questionne sur 250 personnes. C'est sûr qu'il faut clarifier, ça. Ça va être notre prochaine étape avec le positionnement politique, là, voir qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus. Bianca, as-tu des choses à rajouter? Non, je crois que c'est vraiment ça, la priorité. C'est vraiment ça qu'il faut qu'on travaille dessus. C'est de vraiment changer l'idée puis la perception de 50 personnes, puis l'idée de rassemblement dans notre cas, puis d'essayer de plus aller vers les espaces commerce, etc. Puis c'est ça le gros travail à faire maintenant. Julien, est-ce que tu as des choses à rajouter? C'est bon? C'est bon pour moi. J'aimerais vous partager. Juste Nicolas qui mentionne quelque chose dans le chat. Oui, je l'ai notifié, Slavka. C'est même 250. Là. Alors, je pensais que Nicolas était en vacances, lui, en tout cas. Il fait de l'extra pour les webinaires de l'APEC.
J'aimerais vous mentionner que l'APEC a décidé de faire son Assemblée générale annuelle le 10 septembre prochain en présentiel du côté du Grand Quai du Port de Montréal. OK? Alors, on pourrait se rencontrer lors de cette Assemblée générale annuelle à Montréal le 10 septembre. Vous allez avoir des confirmations. On ferait l'Assemblée générale annuelle le matin, petit lunch, et ensuite, on aurait peut-être un conférencier pour l'après-midi. On passerait une journée ensemble. Ce serait une belle façon de se revoir tranquillement, pas vite, en espérant que les normes vont évoluer d'ici là. J'aimerais en profiter pour remercier encore nos partenaires parce que c'est très important. Tout le monde nous a supportés depuis le début de l'année et je voudrais les remercier. Le Centre de foire Expo-Cité de Québec, le Centre de congrès de Saint-Hyacinthe, le Centre de congrès de Québec, le Grand Quai du Port de Montréal, le Centre de foire de Sherbrooke, le Palais des congrès de Montréal, DEE, GES, WeEvent et Marche Assurance. Je crois que l'assurance pourrait faire partie de nos prochains webinaires parce que ça se peut qu'on ait certains questionnements là-dessus. Je suis sûr que ça va changer des choses de ce côté-là. Merci pour vos commentaires pertinents ce matin. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne fin de semaine. Au plaisir de vous voir dans 2 semaines.